de naissance, de gratitude et d'affection ont donné pour nous un intérêt de famille au passé de la vie et de l'antique demeure où nous vivons. Un goût instinctif pour les choses d'autrefois nous a dirigés et soutenus dans nos études. En les publiant, nous n'avons ni d'autres raisons, ni d'autres titres. On nous permettra d'inscrire en tête de notre chronique de Dourdan un nom qui nous est cher à bien des titres. Celui de l'homme excellent auquel nous avons la douleur de ne pouvoir dédier ce livre, c'est à M. Amédée Guéné que Dourdan doit la conservation de son vieux château et c'est à lui que nous devons l'inspiration de notre travail. Que nos efforts soient au moins un reconnaissant hommage à son souvenir. Parti de Paris pour aller à Tours, le voyageur qui suit la ligne du chemin de fer d'Orléans, après avoir côtoyé la Seine jusqu'à Athis, rencontre un modeste affluent. Quittant alors le grand fleuve, il s'engage sur la droite dans une vallée pleine de fraîcheur où coule la rivière d'Orge que bordent de charmants villages. À Juvisy, Savigny-sur-Orge, Épinay-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Longpont et au sommet du coteau qui domine Saint-Michel, la tour de Montlhéry commandant le passage. C'est là que, naguère encore, emporté sur la gauche par le chemin de fer dans la direction d'Étampes et de la Beauce, le voyageur quittait à regret la vallée de l'Orge. Aujourd'hui, sans allonger sa route, il peut, grâce à l'embranchement de Brétigny et à la nouvelle ligne de Tours par Châteaudun et Vendôme, remonter jusqu'au bout le cours pittoresque de l'affluent de la Seine, le plus voisin de Paris et jusqu'ici le moins connu. Arpajon, Breuillet, Saint-Quéron, que les artistes ont su depuis longtemps découvrir, sont les premières stations de cette ligne nouvelle. La quatrième est Dourdan, l'ancienne capitale du Hurepoix, où nous conduisons le lecteur.
Rome Félix Reguillo. L'heureux pays de Hurpois, disaient les anciens géographes en parlant de la province à laquelle ils donnaient Dourdan pour capitale. La meilleure preuve de l'existence de Dourdan pendant cette antique période serait le nom même de Dourdan. Dans la première syllabe de ce nom, évidemment fort ancien, on a voulu retrouver la racine dour, d'or, dur, dru, qui signifierait eau et rivière, et s'observe dans tant de noms géographiques: Duocase, Dordogne, Dordrecht, Durance. Situé à 51 km de Paris, à 37 km de Versailles, à 21 km 6 de Rambouillet, à 16 km 9 d'Étampes et à 44 km 3 de Chartres, Dourdan, ville de 3000 âmes, du département de Seine-et-Oise, de l'arrondissement de Rambouillet, chef-lieu de 2 cantons qui portent son nom, s'élève à mi-côte sur le versant de la vallée exposée au midi, dominé par les grands clochers de son église et le donjon de son vieux château. Presque circulaire, contenu dans une enceinte de murailles fortifiées, prolongée seulement par quelques faubourgs, bordée plutôt que traversée dans sa partie inférieure par la rivière d'Orge, la ville est coupée dans le sens de sa longueur par 2 voies principales qui relient ses 4 portes et auxquelles toutes les autres rues viennent aboutir. L'église, le château, la place de la Halle occupent le centre. La rivière qui prend sa source à 2 lieues de là, au village de Brétancourt, forme en se divisant une sorte d'île au pied des murailles de Dourdan. À l'est et à l'ouest s'étendent des prairies qui étaient autrefois des étangs. Sur les pentes, jadis cultivées en vignes, les champs s'étagent et rejoignent la plaine. Au nord, la forêt de Dourdan. Au sud-ouest, les bois de Louis couronnent de verdure la cime des coteaux et complètent un paysage dont la variété, l'harmonie et le calme intéressent l'œil en le reposant.
par ce premier chapitre parce qu'il est tellement précis que moi je trouve ça bien drôle. Hein, on a tous les kilométrages. Là, je pense qu'au Dourdan, on est bon. Hein. Ah, il y a combien d'habitants maintenant? Parce que là, il dit 3000 âmes. 11 000. C'est stationnaire? C'est vrai? On est sur 11 000. 11 000 on recense en ce moment. À Saint-Chéron, il y avait 1964 habitants pendant X années. Je regardais les calendriers, vous savez, maintenant on est passé à 6 000. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Alors, on va continuer avec un petit voyage déjà. On va passer à l'époque de Philippe Auguste. Hein, voilà, vous allez mieux comprendre le château, voilà, tout ça, comment, hein, la configuration actuelle du château, qui en fait est quand même très ancienne. Hein, donc voilà, un deuxième passage, on va être question de cette époque-là qui nous fait partir quand même au XIIe siècle. Voilà. Alors, le long et brillant règne de Philippe Auguste fut pour Dourdan une époque privilégiée entre toutes. L'antique villa des vieux rois capétiens attira plus d'une fois les regards de l'illustre monarque, fidèle sans doute à des souvenirs d'enfance et héritier de la prédilection de son père et de sa mère, pour le paisible et riant séjour du domaine royal. La chasse l'y attirait, comme elle y avait attiré ses prédécesseurs, comme elle y retint bien souvent les princes qui lui succédèrent. Par une charte signée à Paris du 2 au 30 avril 1222, Philippe fait savoir à tous présents et à venir qu'il a institué une chapelle dans son nouveau château de Dourdan et qu'il a concédé à l'abbé et au couvent de Saint-Quéron de Chartres qu'un de leurs chanoines du prieuré de Saint-Germain de Dourdan célébra tous les jours les saints mystères dans la dite chapelle, à la condition expresse que ce célébrant prêtera serment de fidélité au roi et à ses héritiers, possesseurs du château, et que le serment sera renouvelé à chaque mutation de chanoine. Ben, nos lecteurs ont compris toute la valeur de ce texte. Il contient une précieuse révélation sur la construction du nouveau château et sur l'importance qui attache le souverain en le dotant d'une chapelle et d'une fondation de messe perpétuelle. Et maintenant, nous demandera-t-on, quel est ce nouveau château? Eh bien, c'est celui que nous voyons subsister encore aujourd'hui, au moins dans son plan général, avec son enceinte intacte, ses fossés, ses tours et son donjon. Au lieu et presque certainement sur l'emplacement du vieux château romain et mérovingien, où étaient morts Hugues et Louis VII avaient vécu, Philippe Auguste, cet admirable constructeur de forteresses, fit élever tout d'une pièce un édifice imposant et régulier, pourvu de tous les systèmes de défense alors en usage. Fossés profonds, courtines élevées flanquées de 8 tours, donjons isolés avec tous les engins de siège, moyens d'existence, puits, souterrains de retraite, corps d'habitation, les uns destinés au plaisir du maître, les autres au logement de la garnison. Situé au milieu de la ville, entouré des maisons de la place, bien que séparé d'elle par des boulevards et des barrières, le château était le centre de Dourdan. Le Seigneur avait sous les yeux, presque sous la main, l'église, la halle, c'est-à-dire la vie morale et la vie matérielle de la cité, et le puissant donjon renouvelé pour des siècles, affirmait et au besoin était prêt à soutenir les droits politiques et féodaux du royal suzerain de la contrée. S'il est dans une ville où un monument est un beau souvenir à recueillir, une trace précieuse à vénérer, c'est la mémoire. C'est le passage du pieux et grand monarque devant lequel l'histoire s'incline et l'Église s'agenouille. Saint Louis, le roi modèle, le patron des rois très chrétiens. Un nom est étroitement lié au sien dans les respects de la postérité, celui de son illustre mère, la reine Blanche de Castille. Dourdan a eu l'honneur et l'heureuse fortune d'être le domaine et parfois le séjour de ses deux hôtes vénérés. Son vieux château leur a ouvert ses portes et le voyageur
n'y foulent pas sans émotion un sol qu'ils ont touché et des degrés qu'ils ont franchis. Assez croustillante qui s'est passée au XIVe siècle, qui n'est pas piqué des vers. Alors, vous allez voir, on va passer à Dourdan, le château va appartenir maintenant au comte d'Évreux. Vous allez voir ce qui va se passer, notamment là-haut, je pense. Alors, une fois en possession de Dourdan, Louis d'Évreux chercha les moyens de s'assurer une jouissance tout à la fois paisible et fructueuse. Il devait faire en sorte de ne point donner lieu aux habitants de trop regretter la domination royale. Et en même temps, il lui fallait retrouver le produit annoncé lors de la constitution de son apanage. Alors l'occasion se présenta d'atteindre ce double but, donc nous sommes en 1310. À demi ruiné par toutes les servitudes et les réserves de chasse royales, et la multiplication exagérée du gibier, les habitants de Dourdan et de Sainte même ne manquèrent pas de solliciter de leur nouveau seigneur la modification d'un état de choses qui menaçait d'entraîner leur désertion. Louis leur accorda pour toujours la suppression de sa garenne dans leurs terres, prés, vignes, courtilles et friches, encloses entre leurs vignes et leurs terres. Eux-mêmes avaient fixé les conditions du contrat. Tous les détenteurs de terre s'engageaient ensemble, chacun en proportion de son exploitation, à payer chaque année au comte et à ses successeurs au château de Dourdan 80 livres de rente en deniers. Cette rente était assise et assignée par eux sur tous leurs héritages. Dans le cas de défaut de paiement, le débiteur paierait l'amende comme l'on a usé et accoutumé de payer au lieu des susdits pour cause de sens non payés, c'est à savoir 5 sols. Non, ce n'est pas tout. Louis autorisait tous ceux qui paieraient la rente à chasser sur leurs terres, vignes, prés, jardins ou friches, toutes les bêtes à pied clos, du lever au coucher du soleil, en se servant de filets,
chiens fuiraient, et en outre leur permettrait la nuit de garder leur terre et de prendre le gibier avec des chiens, des bâtons ou des pieux. S'ils étaient trouvés chassant de nuit avec d'autres engins, ils demeuraient passibles des anciennes peines, et si un habitant d'une autre paroisse était pris chassant sur le territoire, il devait être mené au château de Dourdan pour ce méfait, et le comte et ses successeurs se réservaient de tirer de ce délit vengeance et profit. Alors, en même temps, un grand scandale éclatait à la cour de France 1314. Les chroniqueurs du siècle le racontent la honte au front. Comme Dourdan est une des principales scènes de ce drame historique, nous le retracerons ici uniquement d'après les anciens textes et les auteurs contemporains. Sur les marches du trône où ils devaient tour à tour monter, se voyaient alors grands et beaux comme leur père, Philippe le Bel, 3 jeunes et vaillants princes. Louis le Hutin, roi de Navarre, Philippe le Long, comte de Poitiers, et Charles le Bel. Tous 3 avaient épousé de jeunes et charmantes princesses dont la beauté attirait tous les regards. Louis, l'aîné, s'était uni à la fille du duc de Bourgogne, Marguerite, qu'il avait faite reine de Navarre. Philippe avait épousé la première fille du comte de Bourgogne, Jeanne, et Charles avait obtenu la seconde, Blanche, une toute jeune enfant. Transportés loin de leur famille dans une cour galante, assez peu surveillée par leurs très jeunes époux, les 3 belles-sœurs couraient grand risque. La pétulante Marguerite se lia d'étroite amitié avec la petite princesse Blanche, et toutes deux passaient ensemble de joyeuses journées en compagnie de gentils chevaliers de leur suite. Jeanne, plus sage et plus sérieuse, se tenait un peu à l'écart. Sans être tout à fait de la même cour, elle voyait bien dans la conduite de ses sœurs certaines apparences qui lui déplaisaient, mais elle fermait les yeux par crainte du scandale et par amour de la paix. Et les choses allèrent de telle sorte qu'un certain jour, Marguerite et Blanche, convaincues d'adultère, avec 2 jeunes chevaliers, furent saisis par ordre de leurs époux furieux, honteusement répudiés, couvertes de haillons, jetées dans une barque et transportées sur la Seine jusqu'aux Andelys, où une étroite prison les attendait au château Gaillard pour le reste de leur triste vie. La pauvre reine Marguerite, enfermée seule dans le haut d'une tour où elle avait froid, pleurait nuit et jour sa faute et le déshonneur qui en rejaillissait sur les reines de France. Ceux qui pouvaient la voir se retiraient, le cœur brisé. Quant aux 2 chevaliers séducteurs, Philippe et Gauthier de Launay, regardés comme d'infâmes traîtres à leur seigneur, convaincus d'avoir, depuis 3 années, abusé de l'âge et de l'inexpérience des jeunes princesses, ils furent jugés à Pontoise et expièrent leurs crimes dans d'horribles supplices, écorchés vivants sur la place publique, mutilés, écartelés, décapités et pendus. Les époux, outragés, poursuivirent à outrance de leur vengeance féroce les complices présumés. Tous subirent la torture. Beaucoup de nobles et de vilains furent noyés ou tués en secret. Jeanne, même, n'échappa pas aux soupçons. Le vieux roi, outragé dans sa fierté, voulait aller jusqu'au bout de son déshonneur et n'épargnait personne.
Il fit prendre aussi sa troisième bru pour la juger. Jeanne cria bien haut qu'elle était innocente, demanda à se justifier et obtint du roi qu'il fût fait à son égard une sévère enquête. Mais il fallait enfermer provisoirement la prévenue. Philippe se souvint de Dourdan. C'était un lieu sûr, peu éloigné, une maison royale dont on pouvait faire une prison. La captive s'y trouvait chez son oncle, Louis d'Évreux. Le séquestre était convenable et commode. Louis fit ouvrir son château à la jeune princesse. On l'y conduisit, gardé à vue, et on l'y retint prisonnière. Ordre était donné de ne lui rien refuser. Maîtresse et solitaire, la pauvre jeune femme pleurait l'absence de son mari, qu'elle aimait. Elle n'était sans doute pas très rassurée sur l'issue de cette triste affaire et la sentence de ces sévères juges. Une année s'écoula, bien longue pour la captive de Dourdan. La vérité s'était fait jour. Jeanne était reconnue épouse innocente et pure, et en grande assemblée du Parlement de Paris, en présence du comte de Valois, de Louis d'Évreux et d'une foule de nobles seigneurs, un décisif et solennel jugement a été rendu en sa faveur. Sa prison s'ouvrit, son mari vint la chercher et la ramena en grande pompe et allégresse à Paris. C'était aux environs de Noël. Tous les princes du sang se rendirent à sa rencontre. Le roi lui-même vint au devant d'elle pour lui faire honneur. Ah, ce n'était plus le roi Philippe le Bel. Il n'avait pas survécu à ce grand chagrin domestique et la France était en deuil de lui. C'était lui, le nouveau roi, qui n'avait guère le cœur réjoui en pensant à son père mort et à sa coupable et malheureuse épouse. Plus heureux que ses frères les plus habiles, suivant les sceptiques de l'histoire, Philippe, comte de Poitiers, retrouvait intact son honneur conjugal, conservait la riche dot de sa femme et la belle Jeanne ne tardait pas à s'asseoir à ses côtés sur le trône de France. Le roi Louis, en effet, succombait jeune encore à son farouche chagrin. Quant à l'infortunée Marguerite, en dépit de son touchant repentir, l'impitoyable vengeance l'avait poursuivie jusque dans son cachot et elle était morte, étranglée. La pauvre petite Blanche s'était lentement éteinte derrière les grilles d'un cloître oublié de Charles, qui épousait la comtesse d'Évreux. Le nom de Dourdan dut être alors dans toutes les bouches. La France suivit avec une curiosité émue ce grand procès où se jugeait l'honneur de 3 reines. Pendant une année, les regards durent être fixés sur ce donjon fermé qui cachait une grande coupable ou une innocente victime. Et toutes les histoires du temps sont d'accord pour enregistrer presque dans les mêmes termes cette détention de la princesse Jeanne dans le château, qui, sous la plume des copistes, s'appelle tour à tour Dourdatum, Dardunum, Dordonum, Dordanum ou Dordan.
musique de Chopin, on imagine dans sa tour. Vous pouvez l'appeler. Alors, vous connaissez cet épisode? Incroyable, non? C'est bon? Ah bah, il y a des grands spécialistes ici. Alors, un passage que moi je trouve absolument hallucinant, que je vais vous lire maintenant. On continue, hein. Moi j'avoue que c'est l'aspect prison du château qui m'a quand même époustouflé. Et alors là, on va partir, alors là on fait un saut dans le temps assez maousse, mais vous allez voir, on va raconter des histoires de bandits terribles. On se croirait dans un film, hein, c'est incroyable. Donc voilà, donc ça va être la bande de renards. Enfin, vous allez voir, ils sont absolument terribles. Et le sort qui va leur être réservé n'en est pas moins terrible. Alors les monuments ont comme les hommes des revers de fortune et de mobiles destinées. Les vieilles forteresses éprouvent surtout d'étranges décadences. Solidement édifiées pour la défense dans des siècles de lutte, elles cessent d'être utiles à l'âge du pouvoir absolu. On les détruit, ou si on les laisse debout, la justice répressive s'en empare et le château fort devient prison. C'est le sort du château de Dourdan à partir de la fin du XVIIe siècle. Les anciennes prisons de Dourdan étaient jadis dans la rue de l'Abreuvoir, appelée alors rue de la Geôle. Les ducs d'Orléans, qui n'habitaient pas le château, trouvant que le donjon était la plus sûre des prisons et la plus facile à garder, le firent aménager en conséquence. La rue qu'on désignait encore vers 1640 sous le nom de rue de la Geôle ne fut donc plus vers 1690 que la rue de la Vieille Geôle. La nouvelle Geôle, c'était la Grosse Tour. Isolée par les fossés, reliée à l'extérieur par une simple passerelle du côté de la porte de Chartres, séparée de la cour du château par un mur et une barrière qui formaient une sorte de préau où s'élevait la demeure du geôlier, le donjon, avec ses 2 étages et son faux plancher, offrait 3 pièces superposées. Puissants barreaux de fer aux moindres ouvertures, épaisses et doubles portes de chêne avec guichets et formidables verrous, toutes les sûretés furent prises. L'escalier qui de la salle haute conduit à la plateforme, le puits, construit avec la tour dans l'épaisseur du mur, furent soigneusement bouchés et murés. Le grand corps de cheminée qui règne de haut en bas, d'abord intercepté par 2 gros barreaux, parut une communication dangereuse entre les divers étages et finit par être condamnée. La terrible casemate munie d'un escalier de grès fut elle-même convertie en obscur cachot. Voilà l'imposante et solide prison qu'avait en perspective le malfaiteur, qui tombait sous la juridiction de monsieur le lieutenant criminel au bailliage de Dourdan. L'auditoire royal où se prononçait la sentence avait été transporté dans le château même. Le trajet n'était pas long. Nous n'entretiendrons pas le lecteur d'une foule de pauvres diables qui firent connaissance avec le donjon de Dourdan, mais nous croire ayant promettre une page curieuse d'histoire locale si nous ne rapportions pas avec quelques détails 2 ou 3 drames judiciaires qui eurent là leur dénouement et ont laissé dans le souvenir de la population des traces déjà légendaires, causes vraiment célèbres dans la contrée, qui surexcitèrent au dernier point l'intérêt de nos pères et dont les pièces originales ont été presque toutes entre nos mains. La bande de renards. Vers 1760, une terreur indicible régnait dans Dourdan et dans tous les environs au sujet d'une bande de voleurs et d'assassins qui désolait le pays. Ils commettaient des crimes jusqu'aux portes de la ville. Presque en même temps, on entendait parler de leurs méfaits aux extrémités de la Beauce ou du pays chartrain. On les croyait loin, ils reparaissaient à l'improviste pour disparaître encore. Leur chef s'appelait Renard.
On racontait des choses étranges de son audace et de son adresse à se déguiser. Véritable cauchemar des cavaliers de la maréchaussée de Dourdan, il leur avait joué des tours qui tenaient du prodige. À la porte du château, au cabaret devant l'église, il avait eu le front de venir boire avec eux, d'exciter leurs imprécations contre Renard, puis de se démasquer tout à coup, de sortir en les défiant et de s'enfuir comme le vent sur son petit cheval, volé au facteur de Vitry, tandis que les gendarmes culbutaient l'un après l'autre sur la selle de leurs chevaux, dont Renard avait coupé les sangles avant d'entrer. Capitaine d'une véritable armée, Renard jouissait en souverain de son impunité, décidait à sa fantaisie les expéditions et donnait des sauf-conduits. Sa tête fut mise à prix, et il fallut les justices combinées de toute la contrée pour le saisir, lui et sa troupe, le 19 janvier 1764. Ils étaient 36, qui défilèrent chargés de chaînes dans la cour du château de Dourdan pour être incarcérés dans la grosse tour. De toutes parts, on vint voir passer comme des animaux malfaisants ces êtres redoutés aux sobriquets mystérieux et bizarres. Renard, encore terrible sous les fers, Tourne-Talon, le lapin, le parisien bancal, Soubria, le soldat, le bâtard, Valconqueur, le petit Étienne, dur à cuire. Il y avait aussi des femmes, la petite Chartraine, Suzanne, Marianne. Tous furent écroués dans les 3 étages de la tour. Au rez-de-chaussée, 2 cachots séparés avaient été organisés pour les séquestres. Dans la salle haute, rangés en cercle le long des parois, attachés à d'énormes anneaux, Renard, Soubria et les plus terribles vivaient côte à côte, enchaînés comme des bêtes, à peine éclairés par l'unique fenêtre, 3 fois grillés. Durant de longs mois, l'instruction se poursuivit, scrupuleusement conduite par M. Roger, le nouveau lieutenant général de Dourdan. Chaque jour, à plusieurs reprises dans la salle basse de l'auditoire, quelqu'un des prisonniers était amené, chargé de faire devant ses juges. Audition de témoins, confrontation, interrogatoire, tout se passait avec la solennité impitoyable de l'ancienne justice. La question arrachait aux accusés des cris, des blasphèmes, quelquefois des révélations. Les réponses sur la sellette, au premier, au second, au 3e coin, ou sur le terrible matelas, étaient enregistrées par le greffier, et quand le prévenu, épuisé par des heures de torture chaque jour répétées, était réintégré dans sa prison, l'interrogatoire derrière le barreau ne lui permettait pas d'échapper au juge. L'ennui gagna Renard. La vermine le rongeait. On le trouva nu et libre dans son cachot. Il avait brisé ses fers, il dit que sa chaîne le gênait. On riva plus solidement. Il se fit un jeu de rompre son attache, un petit caillou. Un éclat de brique lui suffisait pour commencer une entaille, et sa force herculéenne faisait le reste. Cela se sut dans Dourdan, et les habitants eurent peur. Le donjon était redouté comme la cage d'un dompteur de monstres. Des sentinelles veillaient, et la garde bourgeoise faisait ronde la nuit sous les ordres du sieur Flammé. Le 6 juillet 1764, vers minuit, la patrouille cria à l'alerte. En passant devant la porte du château, elle avait vu courir dans l'ombre 5 prisonniers qui s'enfuyaient et gagnaient les rues tortueuses du bas de la ville. La grande porte du château était entrouverte. Le geôlier dormait. En un instant, les voisins furent debout. Les 5 accusés avaient forcé cadenas et barrières. L'un d'eux, qui était parvenu à se cacher dans un tas de paille du préau à l'heure de la promenade, avait du dehors aidé les autres. Le 21 du même mois, dans la nuit, le tocsin sonnait à la fois aux 2 paroisses de la ville, et quand monsieur le lieutenant Roger parut sur la place, il trouva les habitants en armes qui cernaient le château et faisaient serment de ne laisser sortir personne. Il y avait révolte générale des prisonniers de la tour. Il ne restait plus qu'une seule porte à forcer. La foule,
envahit la cour et s'arrêta, pleine de stupeur. Les 3 étages du donjon ne faisaient plus qu'un. Toutes les chaînes, toutes les fermetures avaient été rompues et les rebelles réunis montaient et descendaient du haut en bas. Monsieur Roger fit enfoncer la porte que les assiégés avaient barricadée avec les portes dégondées des cachots et il y eut dans l'escalier un véritable combat. Des pierres arrachées au mur et roulées d'un étage à l'autre descendaient avec fracas sur les marches étroites et brisaient les pieds des intrépides gendarmes. Le maçon Pierre d'Aubroche, l'exempt et 4 cavaliers de Dourdan, le brigadier de Chartres, Paul-Henri Flavé, commandant de la garde bourgeoise. Plusieurs citoyens de la ville avaient dû se retirer l'un après l'autre, tous sanglants et les jambes blessées. De 2 heures du matin jusqu'à 9 heures, la lutte dura. Tout à coup, l'on vit paraître sur la plateforme de la tour, dont ils avaient trouvé l'escalier en perçant le mur, plusieurs prisonniers qui brandissaient et montraient une barre de fer qui leur avait servi à tout briser. Attaquant alors les puissantes assises du couronnement, ils firent tomber sur la foule d'énormes blocs et en lancèrent jusque sur les maisons de la rue de Chartres. Les habitants furieux montèrent dans le clocher de l'église et tirèrent de là des coups de fusil sur les rebelles qu'on parvint à dompter ainsi, à saisir, à faire sortir dans le préau où la population les garda jusqu'à la réparation des cachots. 10 jours après, une idée vint à Renard. Mettre le feu aux portes. Une lame de couteau cachée dans un livre de prière, un caillou, de la paille, et le feu prit. Mais la fumée donna l'éveil. Les habitants revinrent en masse. Tout fut étouffé. Une semaine plus tard, le 10 août, second incendie, seconde alerte. Renard, derrière ces murailles, savait encore troubler la ville. On vous dira après ce que c'était et qui l'a proposé. Oui, oui, surtout. Alors, c'en est pas fini avec Renard. Ah non, 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 non. Toute l'année 1764, l'hiver, le printemps, 1765, se passèrent ainsi. Un conflit s'était élevé entre les juridictions de Dourdan, de Bâville, d'Orléans, à cause des territoires sur lesquels les crimes avaient été commis. Le roi, par lettre patente du 13 octobre 1764, avait évoqué à son conseil les procédures commencées et les avait toutes renvoyées au bailliage de Dourdan, seul chargé de l'instruction et du jugement, sauf appel. L'heure de la justice arriva. Le jour s'était fait en partie sur la mystérieuse vie des accusés, et une série de crimes avérés se déroulait devant le public. Assassinat de 5 personnes,
dans la nuit du 26 au 27 septembre 1763, au hameau de la Villeneuve, paroisse de Sermaize, sous Dourdan. Assassinat de Pierre Meunier, dit Pilon, à Corbreuse. Meurtre à coups de poutre de charrue de plusieurs personnes au Plessis-Saint-Benoît, près d'Auton, à Jouy, à Célie, près de la Ferté-Alais, avec des détails dont nous dispenserons nos lecteurs. 10 vols à coups de pistolet et de bâton sur les grands chemins, 10 vols par effraction, 32 vols de grains et de bestiaux dans des fermes, tout autour de Dourdan, à Liffard, à Marchais, Corbreuse, Groslieu, Saint-Martin de Brétancourt, Houdebout, Ably, Boinville, presque en même temps, dans des régions toutes différentes, aux environs de Rambouillet, de Houdan, de Pithiviers, de Jouy, de Gonesse, de Meaux. Les 36 accusés des prisons de Dourdan étaient tous plus ou moins coupables, et ils n'étaient pas les seuls. 22 contumaces avaient échappé aux poursuites, et leur signalement était dans toutes les bouches, car parmi ces fugitifs, il y avait encore d'illustres bandits comme la Blette, le Blond Comtois, Sans Regret, le Petit Lorrain, Gros Auvergnat, le hideux prince de Beauce. Le 22 août 1765, M. Roger rendit la première sentence contre les chefs. On comptait sur leurs derniers aveux, où il appelle à la cour éloignée de Dourdan pour plusieurs mois les hôtes de la grosse tour, devenus ceux de la conciergerie. En mars 1766, l'odieuse cohorte était ramenée au complet. La sentence avait été de tout point confirmée par arrêt de la cour du 26 février. L'exécution appartenait à Dourdan. Dourdan vit un horrible spectacle. Un échafaud se dressa sur la place du marché. Et pendant 6 jours, les 10, 11, 13, 14, 17 et 18 mars, au milieu des malédictions de la foule toujours renouvelées, 7 hommes y montèrent l'un après l'autre, Renard, Soubria, le Lapin, le Soldat, Tournetalon, le Breton et le Petit Parisien. Chaque matin, durant 1 semaine, la cruelle opération se répéta. Torturé pendant de longues heures, le patient se laissait arracher quelques lambeaux de révélation que le greffier écrivait sous le nom de « testament de mort ». Puis, à coups de barre de fer, on lui rompait reins, cuisses, bras et jambes, et on l'étendait la face en l'air sur une roue pour y vivre tant qu'il plairait à Dieu. Sur le soir, quand le dernier soupir était rendu, la populace, ivre de vengeance et de sang, suivait l'exécuteur des hautes œuvres qui, d'après la sentence, portait jusqu'à plusieurs lieues le corps mort sur les grands chemins, là où le crime avait été commis. En juillet, sur la même place, le bâtard fut pendu. En septembre, le hideux spectacle du mois de mars recommença pendant 3 jours pour le petit Étienne, va de bon cœur et dur à cuire. Et cette fois, la foule, que la vue des tortures rendait cruelle, chantait pendant des heures une atroce complainte imprimée à Chartres et distribuée par un marchand de chansons, ignoble dialogue des 3 malheureux avec leurs camarades morts et avec Mandrin et Cartouche dans les enfers. Une immense risée se mêla à toutes ces horreurs quand le bourreau, en vertu de la sentence, attacha 16 tableaux représentant 16 prévenus absents, rompus et roués en effigie sur 16 potences plantées autour de la place. Nouvelle instruction pendant l'hiver, nouvelle sentence, nouveau voyage à Paris et retour à Dourdan du reste de la troupe pour les procédures et les appels de la cour en février 1768. Linas et le Parisien bancal, condamné au galet à perpétuité, faisaient le tour de la ville, une corde au cou, fustigés nus à tous les carrefours et marqués d'un fer chaud sur les 2 épaules. C'était le dernier acte de ce drame sanglant dans 3 années. Si malgré notre répugnance, nous avons insisté sur ce triste sujet, c'est que, possédant des détails authentiques, nous avons vu quelque intérêt à faire connaître un des derniers procès
de l'ancienne justice, l'une des dernières applications d'un système pénal depuis longtemps odieux à la société française et peu de temps après modifié par l'abolition de la torture. J'en termine juste avec cette histoire de prison. Il faut savoir donc que, converti en maison de détention, le château de Dourdan garda cette triste destination pendant près de 30 ans. La Révolution y envoya autant de suspects que de coupables. Le Directoire, l'Empire y firent enfermer les malfaiteurs du département. 5 à 600 prisonniers occupaient à la fois les bâtiments conservés. À gauche, toute l'aile de Monsieur de Sancy appartenait aux femmes, dont l'infirmerie sortait sur la terrasse. À droite, l'ancien grenier à sel et la grosse tour étaient réservés aux hommes. Dans la cour, en face de la porte principale, une haute muraille séparait les deux quartiers. Adossés de chaque côté à cette muraille, de grands ateliers avaient été construits et d'autres hangars, faisant face à l'entrée, régnaient de la tour du couchant à la grosse tour pour le travail des prisonniers. Ce travail consistait à filer de la laine, à éplucher du coton, à tisser des toiles et des étoffes, à fabriquer des bas au métier. Un atelier spécial et important était destiné à la confection des bijoux de nacre, dont le produit atteignait chaque année un chiffre assez considérable. Une compagnie de vétérans casernés à la communauté veillait au maintien de l'ordre et à la sûreté des prisons. Chaque matin, il faisait sur la place une petite parade, tandis qu'une bonne sœur de l'hospice, suivie d'une voiture à bras, apportait la soupe que le père Léger, le geôlier, distribuait aux prisonniers. La Restauration amena quelques détenus politiques. Quand il s'agit, en 1818, de transporter à Poissy la prison de Dourdan, des réclamations s'élevèrent dans la ville. C'est qu'avec la prison, les fonctionnaires s'éloignaient, et c'est que les prisonniers eux-mêmes étaient introduits. Une prison même peut laisser des regrets. Nous croyons Dourdan aujourd'hui consolé. Mais à cette heure encore, sur les lèvres de beaucoup de gens, l'ancien nom revient souvent et le château, c'est la prison. Alors, c'en est fini avec la chronique, qui est dans ce merveilleux livre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce cher Joseph Guyot était aussi un poète. Alors, il a écrit des tonnes de textes, c'était des pages envolées. Alors, je vais vous en lire vraiment un tout petit bout, qui est quand même assez génial, puisque c'est encore, je suis un peu bloquée sur ce moment. Donc, le poème
s'appelle Les Échos d'un donjon, il est très long. Je vous lis vraiment que la fin. C'est quand même assez chouette. Vous allez voir tout en vert, enfin c'est très chouette. Et à la fin, il va rendre un dernier hommage à sa fille. Hein. Il avait un grand amour pour sa fille. Et c'est très touchant, les quelques mots qu'il adresse à sa fille à la fin. Alors le donjon a fini de compter ses mémoires. Comme les peuples heureux, il n'a plus d'histoire. Pour maître, pour seigneur, capitaine ou gardien, il n'a plus dans ses murs qu'un modeste historien. Vers le milieu du siècle, en des heures fatales, où ce fort, inutile, entre des mains vénales, offert au plus offrant, va tomber pour mourir, un enfant de Dourdan, pour sauver, pour guérir le vétéran blessé, donne son or, sa peine. Ça, c'est le fameux Amédée Guédé. Mais n'ayant pas de fils, il lègue son domaine aux parents, qui, tout jeune, amoureux du passé, à faire de Dourdan la chronique, a passé la moitié de sa vie. Et d'année en année, son œuvre se poursuit patiemment menée. Le donjon, protégé, ne craint plus les hivers qui détrempaient son front. Les escaliers couverts ont repris leur degré. Mais avec artifice, tout est solide et tout garde sa cicatrice, sa couleur d'autrefois, son aspect des vieux jours. On ne détruit jamais, on relève toujours. Seulement le manteau de lierre et de verdure que sur les murs, les tours, a jeté la nature, on l'a semé de fleurs comme un manteau de roi, pour parer la tristesse ou pour cacher l'effroi des souvenirs sanglants ou des sombres ruines. Et le soir, les amis, assis sur les courtines, contemplent en rêvant les couchers de soleil ou la lune qui donne un reflet sans pareil à la tour immobile, aux brèches solitaires, aux grands fossés noirs sous les arbres séculaires. Au pied d'un beau platane, à l'ombre du donjon, une enfant blonde est là, sur sa natte de jonc. Elle joue et gazouille ainsi qu'une hirondelle. Après ce grand passé, tout l'avenir, c'est elle.